Alors, bienvenue sur le débat de ce matin. Nous parlons de femmes et célibat, un mariage condamnable. Eh bien, c'est une question, c'est une interrogation. Nous n'affirmons rien sur ce plateau. Vous le savez, ce n'est pas un secret. Le couple continue de s'imposer comme norme sociale puissante. Et quand on y échappe, on est stigmatisé, on est catalogué, on vous traite de tous les noms. Eh bien, le mariage à tout prix, on en parle aujourd'hui avec mes invités. Patrick Reynaud, bonjour, vous êtes sociologue. Bonjour madame. Vous êtes un observateur de la société, vous étudiez la société, vous allez nous permettre sur ce plateau de comprendre un peu cette façon, n'est-ce pas, de penser des gens. Merci de partager ce plateau avec nous. Juste en face de vous, il y a Djatovi Loriano Beder, activiste de la citoyenneté. Bonjour madame. Bonjour monsieur Beder. C'est Beder Ali Bonon, je vous retrouve sur ce plateau avec Marie-Élise Guedo qui reste avec nous. Alors, femmes et célibat, Patrick Reynaud, pourquoi notre société peine-t-elle, n'est-ce pas, à comprendre qu'une femme puisse être célibataire? Merci. D'abord, il faut souligner que le mariage dans nos sociétés africaines en général constitue une institution. Et donc, le mariage est une institution sociale. Le fait familial repose naturellement sur le mariage. Le mariage qui permet d'assurer la continuité de la société. Et le mariage par le biais duquel on unit deux familles. Parce que vous savez très bien que ce ne sont pas deux êtres humains qui se marient, c'est deux familles. Et donc le mariage est constitué comme tel et uni deux familles. Et puis, la femme qui se marie, forcément, répond à ce rôle social et qui est institué comme tel, ce rôle social, ce statut social. Et donc, par le biais donc, du mariage, la femme acquiert naturellement ou inspire davantage respect, fait l'honneur de ses parents, et c'est à ce titre-là que le mariage est consacré. Et j'ai parlé de rôle social tout à l'heure. La femme est appelée à être l'épouse d'un mari, et donc à choisir un époux et qui puisse lui permettre de jouir de ce statut de femme et d'assumer ce rôle de reproduction, de production et de reproduction. Parce que, n'oubliez pas, la femme, lorsqu'elle se marie, est attendue sur le chemin de la production et de la reproduction. Et donc, vous convenez avec moi que, étant institué comme tel, cela appelle forcément des parents et de la société une certaine exigence vis-à-vis de la femme. De telle sorte que la femme parvenue à un âge, la femme qui est devenue nubile, c'est-à-dire parvenue à un âge lui permettant de se marier, lorsqu'elle ne le fait pas, attire, n'est-ce pas, la curiosité de l'entourage. Elle inquiète son entourage. Elle inquiète son entourage. Et c'est justement pour cette raison qu'elle devient... Mais est-ce que c'est une honte de ne pas se marier? Elle devient la risée de l'entourage. A priori, ce n'est pas une honte, a priori. Mais nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. En tant que sociologue, je vous dirais que nous vivons non seulement pour nous-mêmes, mais également et surtout pour la société à laquelle nous appartenons. Très bien. Alors, Marie-Élise Guedo, la hantise de toutes les femmes, peut-être moi y compris, en tout cas la plupart des femmes, c'est de se marier, d'accord? Et quand vous ne l'êtes pas, c'est un véritable souci. C'est un véritable souci. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une honte de ne pas être mariée, Marie-Élise Guedo? Je pense d'abord que pour se marier, il faut bien rencontrer son âme sœur. Rencontrer quelqu'un qui vous dise « c'est toi que je veux » et qui ait une mutualité de désir de se mettre ensemble, bien de volonté plutôt de se mettre ensemble.
il peut arriver que vous ne trouvez pas. Il y a des gens qui n'en trouvent pas. Et c'est pareil pour des hommes aussi. C'est pas seulement la femme. Mais il y a des hommes qui ne trouvent pas. On le veut bien, on le veut bien, mais on ne trouve pas. Les prétendants ne vous inspirent pas. Mais est-ce qu'il faut, vous dans ces conditions, s'accommoder, coûte que coûte, prendre, parce qu'il y a le regard de la société, parce que aujourd'hui, nous mesurons les conséquences de se marier, pour faire plaisir à sa famille, pour faire plaisir à la société. Nous mesurons les conséquences aujourd'hui. Parce que lorsque vous n'aimez pas la personne et que vous la prenez, n'oubliez pas que vous avez une vie à mener ensemble. La personne qui veut faire plaisir à ses parents, à sa famille, et qui prend une femme parce qu'il faut... Mais à terme, il se rend compte qu'il ne l'aime pas, qu'il ne l'apprécie pas. Et il commence à exercer des violences sur cette personne. Parce que, c'est à la limite même, je vous dis, il y a des couples dans lesquels on ne se parle même pas. Parce que le monsieur est arrivé à un niveau où il se dit, non, elle ne me plaît pas. Elle ne répond pas à mes aspirations. Elle fait ceci, fait cela. Alors, que faut-il faire en ce moment? Moi, mais je me pose la question. Mais je ne pense pas que le célibat soit une tare. On peut être célibataire et faire des enfants, non? Est-ce que c'est forcément dans le mariage qu'il faut faire des enfants? Mais encore une fois, c'est parce que la société recommande. Marie-Élise Bédot. Allons-y. Marie-Élise Bédot l'a dit, on peut être célibataire et faire des enfants, mais c'est parce que la société recommande. La norme sociétale aujourd'hui, c'est que tu te maries et tu fais des enfants. Ben, les normes ne sont pas figées. Merci beaucoup. Et quand on va parler du célibat de la femme, c'est qu'on va questionner les dynamiques familiales. On va voir de quelle manière la famille a évolué depuis des années, des décennies, quand on va dire vulgairement depuis le temps de nos ancêtres, et à partir des indépendances, qu'est-ce qui a marqué les familles, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et après, dans le tournant de la conférence des forces vives de la nation, qu'est-ce qui a impacté la famille? Parce que quand on parlera de la famille, que ce soit sur le plan sociologique, psychologique ou économique, on ne peut pas se démarquer des grands tournants de l'histoire. Qu'est-ce qui marque la famille? Quelle évolution on a dans la dynamique familiale? C'est pour répondre un peu à votre question sur les normes. Pour dire, aujourd'hui, on voit plein de familles monoparentales. On voit plein de femmes qui ont des enfants et qui gèrent seules. Ou plein d'hommes également qui ont la charge éducative de ces enfants-là. Et il est important de s'attarder sur le statut, les impacts, les influences, les ressentis, les significations de ces catégories de familles que nous avons désormais et de voir quelle est la pertinence d'avancer dans tel sens ou dans tel autre. Donc, c'est pour dire un peu que nous ne sommes pas dans un système figé en tant qu'être humain, mais que les normes des sociétés, que ce soit d'un point de vue sociologique, économique ou psychologique, évoluent également au fil du temps. Mais les hommes n'ont pas cette hantise du mariage comme nous, les femmes. Séguédé Ali Bono. Là, ça me renvoie quand même au fonctionnement psychologique de la femme, parce qu'au-delà de tout ce qu'on voit, il y a tout un nombre de mécanismes psychologiques qui se déroulent au sein de la femme et qui la mettent sur de l'inquiétude, de l'anxiété, voilà, du qui-vive. Et là, il faut remarquer qu'au niveau de la femme, il y a comme une dépression primitive, c'est-à-dire il y a comme quelque chose qui est fragilisant, qui est incomplet, des choses très enfouies en elle-même, qui à un certain moment de sa croissance la pousse à désirer, à se compléter, à découvrir elle-même, à se valoriser, mais à travers l'autre. Donc, c'est des mécanismes qui sont très, très inconscients dans la femme, au sein de la femme, et dont elle n'a pas elle-même tout le contrôle nécessaire. Et si elle ne fait pas un travail là-dessus, ça la met un peu dans tous les sens sur le plan sentimental, conjugal, recherche d'un partenaire, dépression sur dépression. Et il est important que la femme s'attarde un peu sur son propre mécanisme et questionne un peu cette dépression primitive. Très bien. On va poser la question à un homme. Dietovie Laureano, est-ce que vous personnellement, ça vous hante? Je dois me marier, il me faut une femme. Est-ce que ça fonctionne comme ça chez vous?
Je dirais d'abord oui, et puis je m'explique. D'abord, j'ai pris du plaisir à écouter et madame, et le sociologue et la psychologue. Je pense, contrairement à ma voisine, que bien que les normes ne sont pas figées, il y a des normes qui sont appelées à être conservées. Conservées parce qu'on est dans une société qui évolue. Conservées parce que la famille est à l'image de l'évolution de la société. Conservés parce que les citoyens que nous voulons demain seront à l'image de la société que nous leur laissons. Conservés parce qu'il y a des normes qu'on promeut dont on ne maîtrise pas toujours tous les tenants et les aboutissants. D'accord. Ceci dit, pour revenir à votre question, je pense que oui, du point de vue des rôles qu'assume le mariage ou qu'assume la famille, il est important, à mon humble avis, de rester dans un cocon, dans un cadre qui permet effectivement aux deux partenaires dans une relation de se nourrir, de s'épanouir, et plus encore, de faire en sorte que ceux qui vont prendre la relève quand vous ne serez plus là soient en mesure d'être suffisamment bâtis, socialement, psychologiquement, économiquement. Ceci dit, il faut être aveugle pour ne pas remarquer que l'institution du mariage est en crise, tout comme la société dans laquelle nous sommes. Est-ce que cela devrait simplement amener à trouver des solutions alternatives, de nouvelles normes, des façons de faire qui permettraient, comme pour un malade, de traiter superficiellement le mal qu'il a? Je pense qu'il faut aller un peu plus en profondeur. C'est vrai qu'il y a des cas extrêmes, et madame, maître Bédo l'a dit tout à l'heure, quand on vous bat matin, midi, soir, et quand tous les recours ont été épuisés, il faut quitter. Il faut quitter. Et la société aujourd'hui, les lois aujourd'hui, le cadrage juridique doit pouvoir permettre à la femme qui a épuisé tous ses moyens de défendre son statut dans un foyer de quitter. Mais transformer cela en une norme générale, c'est amener indirectement les femmes à comprendre que dès qu'il y a les premières difficultés, parce que toutes les violences ne sont pas physiques. Il y a des violences verbales, il y a des violences psychologiques. Et tant qu'on ne cadre pas tout ça avec les terminologies qu'il faut, c'est ouvrir, j'ai envie de dire, une boîte de Pandore qui n'est pas très agréable pour la société de demain. Très bien. Patrick Hénon? La première chose à dire, c'est que la société qui a institué le mariage est aussi prête à accompagner la femme et l'homme dans le divorce et à les accompagner également dans le sens d'un remariage. Ça, c'est la première observation. Deuxième chose, c'est que cette mutation sociale dont on vient de parler, elle est beaucoup plus accentuée dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Et vous comprendrez avec moi que l'attachement à cette institution que constitue le mariage est plus prononcé dans les villages, dans les milieux ruraux. Alors que dans les milieux urbains, il y a d'abord le fait de ce brassage socio-culturel, et ce brassage culturel entre nous et les autres cultures, je veux dire simplement, et ce brassage donne lieu à ce que Cuche appelle l'acculturation. L'acculturation, ce n'est pas seulement le fait de rejeter sa culture. Quand on lit très bien Cuche, on se rend à l'évidence que l'acculturation, c'est déjà la rencontre de deux cultures. Et à cette rencontre, il y a un effet d'autodétermination. D'accord. Et une tendance d'une culture à prendre le dessus sur une autre. Et vous voyez très bien qu'il y a des familles recomposées qu'on observe aujourd'hui dans les milieux urbains. Et il y a des femmes qui ne sont pas mariées et qui élèvent des enfants. Et qui réussissent d'ailleurs à élever des enfants. Mais à se faire également un nom. Elles sont exposées au regard des autres. N'empêche que le regard des autres continue d'être un regard un peu embêtant. Mais pourquoi notre société est aussi exigeante vis-à-vis de la femme? Pourquoi? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Trop exigeante. Franchement, non mais regardez un peu autour de nous. Maître Marie-Élise Bédo, Bédé, Ali Bonon. Ouais. Mais passer le cap de la trentaine, la plupart des femmes
quand elles ne sont pas fixées, franchement, c'est la débandade. Beaucoup de femmes, moi je vois mes amis, je vois des proches, je connais des femmes que ça traumatise. Mais est-ce que ça doit continuer comme ça? Surtout, Marie-Élise je pense Bédot. que, Oui, sauf erreur, c'est oui. Parce pour qu'il y a la des femmes, femme, oui. c'est par rapport à la reproduction, faire des enfants. Quand je rencontre les femmes, leur problème d'abord, j'ai déjà 30 ans, je n'ai pas encore fait d'enfant. L'enfant, le désir de faire un enfant passe même avant le désir d'avoir un mari. Parce qu'elles se disent, à partir d'un certain âge, je ne pourrai plus faire des enfants. Je ne pourrai plus concevoir. Donc, c'est ça le premier problème. Et j'ai constaté aussi, vous l'avez peut-être, de plus en plus même dans les familles. Qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui à leurs filles? Bon, écoute, fais-moi des enfants au moins. Laisse tomber cette question. Bon, si tu as un peu de bien, ou bien s'il ne veut pas t'épouser. Mais c'est par défaut. C'est par défaut souvent que les parents le disent. Parce que la volonté, le souci de tout parent, c'est que son enfant se marie d'abord avant d'avoir des enfants. Vous avez des relations aujourd'hui où l'homme ne se décide pas non plus. Il y a beaucoup de relations comme ça. Ils sont ensemble depuis 5 ans, depuis 10 ans. J'en ai reçu il n'y a même pas longtemps. Depuis 10 ans, vous connaissez des couples comme ça, ils ne se décident pas à se marier. Mais la faute à qui? Quand vous vous jetez aussi dans une relation, parce que c'est ce que la plupart des femmes font aujourd'hui. Mais elles finissent par se dire, bon, ok, je me contente de ça. Au moins, nous vivons en concubinage. Il y a de plus en plus de concubinage, parce qu'on s'est dit, bon, l'homme dit, on va le faire. On va le faire, et la dame se rend compte que 10 ans plus tard, ils ne se sont pas mariés. En temps, elle a fait des enfants, et puis elle se contente de ça. Au moins, elle a même le beau rôle de dire, c'est mon mari. Les femmes disent souvent, c'est mon mari. Alors, moi, la première question que moi je leur pose, je dis, vous êtes mariés? Oui, je suis mariée. Est-ce que je peux avoir votre acte de mariage pour pouvoir formaliser le dossier? Non, on ne s'est pas marié formellement. Donc, quand on vit en concubinage, le monsieur n'est pas votre mari? Non. Pas du tout. Il n'est pas votre mari. C'est-à-dire, les droits qui peuvent entretenir le couple n'y sont pas. Ouais. Vous avez pris une femme qui est là et puis qui vous fait des enfants. Vous voyez, au sens de la loi. Si vous permettez, il faut qu'on s'entende d'abord sur cette terminologie. Le mariage ici ne peut pas être pris seulement juridiquement, sur le plan juridique. C'est d'abord une institution sociale. Et j'ai dit tout à l'heure... Dès lors que vous vous mettez en couple avec quelqu'un, non, il y a un processus lié, relevant de la culture, un processus qui unit l'homme et la femme. C'est de cela qu'il s'agit. Le mariage, il peut être coutumier. Bien sûr. C'est vrai que avec pas été donné. Avec l'évolution, c'est vrai que il y a bien de cas où les juristes, c'est vrai que les juristes ont pris le dessus dans cette façon d'opérer et d'analyser le fait familial. Mais toujours est-il que la société reste basée sur les institutions et qui lui donnent un sens. Et dans ce cas de figure, le mariage est d'abord une relation établie, une institution qui consacre la relation de l'homme et de la femme au regard de ce que recommande la culture africaine, qui plus est béninoise. Très bien. Ça, c'est le premier élément qu'il convient de souligner. Deuxièmement, c'est que le mariage, tel que l'a dit Maître Élise Bédot, le désir d'enfant devient, dans ce cas de figure, un pis-aller. C'est en désespoir de cause que la femme c'est pour ça que je l'ai dit, c'est souvent par défaut. Se contenter, n'est-ce pas, de ce rôle qui déborde, qui quitte finalement le cadre structurel donc, du mariage. Troisièmement, c'est que les hommes aujourd'hui prennent du temps à se marier parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que l'homme doit se positionner du point de vue de son travail. Quel emploi a-t-il? Cet emploi, même s'il l'a, lui permet-il de subvenir aux besoins, à la fois aux besoins, à ses propres besoins et aux besoins donc de
de l'épouse. S'adulciner. Et de la famille finalement, parce qu'il faut faire des enfants Bien sûr, et s'occuper de l'éducation des enfants. Il y a plusieurs raisons qui aujourd'hui empêchent les hommes de se lancer dans cette aventure. Maître Élise Bédo n'est pas d'accord, mais vous allez permettre à Séguédé Ali Bono de placer un mot. Mais moi, je voudrais quand même rassurer que tout le monde a cette envie intérieure, ce besoin intérieur d'appartenir à une famille. Ce cocon est très intéressant, c'est aimable, c'est protecteur, c'est rassurant. Donc, quand on fait remarquer les dynamiques sociales, c'est pas forcément pour prendre position sur une norme, mais c'est pour faire remarquer des réalités. Que quel que soit le conservatisme qu'on a dans son sang ou dans ses actes, j'aime bien la famille, mais malheureusement, heureusement, il faut remarquer que la famille a évolué et que la question de la famille a véritablement évolué et qu'il faudra faire avec en développant de nouveaux mécanismes pour faire avec. Mais je voudrais rebondir un peu sur les derniers propos du sociologue qui essaie d'analyser les paramètres qui font qu'il y a beaucoup plus de femmes célibataires aujourd'hui pour dire que c'est vrai. Il y a une discordance entre l'évolution, l'épanouissement de la femme aujourd'hui, de la femme née dans les années 75, 80 à aujourd'hui, on remarque qu'il y a quand même un décalage avec ses attitudes, avec son désir de s'affirmer et les hommes. Donc, on a comme l'impression que même progressivement, les hommes se fragilisent et les hommes se déresponsabilisent un peu. Il y a comme quelque chose qui tourne comme ça et qui replace la femme dans une certaine position, mais qui en même temps la fragilise un peu. Donc l'école a dopé la femme, a instruit la femme, mais malheureusement... Et c'est aujourd'hui qu'elle a grand bonheur. Oui, c'est ça. Elle ne peut pas tout accepter. Mais c'est ça. Oui. Mais n'a pas accordé en même temps à l'homme les outils qu'il faut pour comprendre cette femme actuelle. Ce qui fait que dans l'inconscient des hommes, il y a beaucoup de femmes qui font peur. Quand la femme s'affirme, elle fait peur. Quand la femme est intellectuelle, elle fait peur. Quand la femme a de l'argent, elle fait peur. Quand elle est jolie, elle fait peur. Donc, il y a toute une anxiété dans la tête des hommes. Mais finalement, quel type de femme il veut, là? Mais c'est ça, c'est très ambivalent. C'est très ambivalent, mais c'est aussi ça la réalité. C'est aussi ça la réalité, oui. Quel type de femme il veut? Eh bien voilà, donc les hommes sont là, ben, nous aimons les femmes, on veut qu'elles soient soumises, mais en même temps, ils ne s'engagent pas. Hein. En même temps, il y a toute une ambivalence dans leur comportement. Ils se responsabilisent très peu. Ils ne comprennent pas eux-mêmes, en dehors du chômage qui est quand même une réalité, manque de moyens, d'accord. Mais il y a des mécanismes psychiques au sein des hommes qu'il faut aller investiguer davantage pour voir quel est leur engagement eux-mêmes dans le mariage. Sans oublier qu'on est passé quand même des régimes polygamiques au régime dit monogame, mais qui ne sont que des monogames déguisés. Et ça, c'est encore d'autres réalités. Voilà. Monsieur Bédet? Oui. Les femmes, je vais vous citer le cas d'une amie, par exemple, qui a été mariée, d'accord, et qui aujourd'hui a des soucis avec son mari. Mais parce qu'elle a peur du célibat, ça fait plus d'1 an qu'ils ne sont plus ensemble avec l'homme, mais elle n'ose pas le dire à sa famille. Elle n'ose pas le dire. Elle supplie même l'homme de ne pas le dire. Et puis hier, quand je préparais le débat, elle m'a envoyé ceci. Je vais vous lire ça très rapidement pour qu'on puisse comprendre un peu ce que les femmes vivent aussi sous le toit. Elle dit « Bonjour madame, je suis mariée et mère de 4 enfants depuis 2001. Jusqu'à ce jour, je suis toute seule à m'occuper de toutes les dépenses de famille. Je ne me suis jamais plainte, même avant la naissance de notre premier enfant en 2004. Quand monsieur faisait de petits jobs, il est toujours en courroux et agressif avec moi. Quand j'essaie de dialoguer avec lui par rapport à comment il me traite, ça l'énerve davantage. Ceci a donc suscité un silence en moi. Quelquefois, quand il m'insulte et que je me confie à ma mère ou à ma belle-mère, me disent « Les hommes sont pareils, tous les foyers sont difficiles, c'est la patience. Après, tes enfants vont te rendre heureuse. » Elle continue en disant ceci, « Monsieur m'a toujours caché qu'il gagne de l'argent car nous ne sommes pas dans la même ville. Entre-temps, il est allé chercher un emploi et il y est resté finalement, mais il ne m'a jamais montré qu'il gagnait de l'argent. Avant de venir nous voir chez les enfants et moi, il me demande de lui envoyer de l'argent pour acheter de l'essence et pour se retourner 2 ou 3 mois après, il me demande de lui donner les frais de transfert, de transport encore. Ce qui m'a rendue toujours nerveuse, mais j'ai encaissé parce que je voulais être une femme mariée, car je le fais aussi malgré moi, de peur que les enfants comprennent que leur père ne fait rien. J'ai toujours vécu dans le stress. Vous ne pouvez même pas l'imaginer.
Si j'ai gardé le silence après 21 ans de mariage, c'est parce que non seulement j'avais espoir qu'il change un jour, mais aussi la peur de rester sans mari. J'ai tellement voulu garder ce mariage dans lequel je suis seule à tout faire. Même pour m'aider à éduquer les enfants, il s'en foutait et prononce des paroles comme « si vous voulez étudier et si vous ne voulez pas, n'étudiez pas, cela ne me regarde pas ». Et ceci en présence des répétiteurs, même des enfants qu'il n'a jamais payés. Tellement de choses que je ne saurais vous dire. Depuis 9 mois, maintenant, on ne se parle plus, même quand j'envoie les enfants passer du temps avec lui. Il les décourage en refusant de leur donner les frais de retour. Franchement, je n'ai plus envie d'être avec cet homme, mais j'ai aussi peur de ce que les gens diront de moi, si bien que jusqu'à présent, j'ai pas eu le courage d'en parler à ma famille, de peur qu'elle me dise « c'est la patience comme toujours ». J'ai vraiment honte du regard de la société dès qu'elle constatera que je suis célibataire à 40 ans. Le bel âge. C'est long, hein, mais j'ai tenu franchement à partager ce témoignage avec vous. Ce témoignage est profond et relate très bien la quintessence de ce dont on a parlé sur ce plateau. C'est clair que le regard des autres, la société, le poids de la société face, n'est-ce pas, à une femme célibataire, vous voyez très bien ce que ça donne. Et ça amène finalement la femme à se résigner. Et elle me dit... Et elle est malade dans sa peau. Et est obligée, se retrouve dans l'obligation de subir. Parce qu'il y a le regard de la société. Dans le même temps, il faut quand même souligner que de plus en plus, il y a cette mutation sociale quand même. Et dans les milieux urbains, il y a un effort qui est fait pour accepter, n'est-ce pas, d'abord les familles recomposées, la femme célibataire. Il y a un minimum d'effort qui est fait parce que dans cet environnement-là, il y a une mutation qui s'est opérée. Il y a un début de mutation qui s'est opéré et cela amène à accepter, à avoir un regard plus ou moins bienveillant sur... n'est-ce pas, la femme célibataire. Et comme l'a dit Maître Gbedo, le plus urgent pour la femme dans ce cas de figure est d'avoir quand même d'être financièrement un enfant et d'être financièrement indépendante, n'est-ce pas? Indépendante, plus ou moins. Voilà un peu ce qu'il convient de retenir. C'est un débat assez intéressant. Je voudrais quand même juste dire voilà, qu'il y a quelque chose qui nourrit le regard des autres. C'est ce qu'on pense soi-même. Il y a quelque chose qui circule entre tous qu'on ne voit pas avec les yeux, c'est nos propres pensées, nos perceptions qui nourrissent le schéma social. Donc la femme elle-même qui est en difficulté de mariage ou qui est célibataire primitive, peut-être il y a des gens qui ne sont jamais mariés, donc qui ne sont pas divorcés ni séparés. Il y a tout un lot de femmes aujourd'hui qui n'ont jamais été mariées, donc elles ont également un malaise intérieur qu'il faut aller questionner. C'est ce malaise intérieur qui nourrit aussi le regard de l'autre vis-à-vis des femmes. Donc l'intérieur de la personne, sa propre perception de son statut est fondamentale dans l'entretien du discours dans la société. Je voulais juste apporter... Si vous permettez, je voudrais faire remarquer deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a des hommes qui sont irresponsables. C'est la première des choses. La deuxième, c'est que par le principe de parallélisme, tel que le mariage a été construit, il faut pouvoir remonter à ce même processus pour régler éventuellement les discordances qu'il y a dans le mariage. Il y a que de plus en plus, les mariages ne se construisent plus comme ça l'était il y a 60 ans, il y a 110 ans. Les problèmes ont toujours existé. Mais comme le sociologue l'a dit, il y a toujours des mécanismes sociaux, pas juridiques, qui permettaient de régler les problèmes. De sorte que l'homme, quand il se marie, il sait qu'il a des devoirs de responsabilité. De devoirs de validation, comme le dit l'artiste ivoirien, il faut valider le dossier de la dame. Et la femme sait que, au-delà de la soumission avec les terminologies qu'on peut utiliser aujourd'hui, elle doit du respect. Elle a un rôle de reproduction, de production. Il faut, à mon avis, que la société se reprenne davantage au sérieux pour savoir qu'il y a des évolutions à faire
pas forcément en termes de normes législatives ou juridiques, mais en termes de restructuration sociale pour que les mariages soient ancrés dans les familles. Mais vous ne m'avez pas dit, Lauriano Bédet, quel type de femme vous êtes allé trop à l'école, vous êtes trop belle, vous êtes si... Quel type de femme vous voulez finalement? Parfois, vous savez, avant qu'on ne tombe... Rapidement. Oui, très rapidement. Oui. Avant qu'on ne tombe, effectivement, dans le mariage qu'on veut, on a toujours des idées éparses. Mais quand vous rencontrez la personne qui vous rassure, qui fait que vous êtes serein par rapport à l'avenir, vous y mettez progressivement. Les choses que vous n'espérez pas pourraient venir bonifier la relation, le mariage que vous avez. Vous n'avez pas répondu quand même. D'accord. Alors, franchement, c'est une réalité que les femmes, pour préserver leur mariage, acceptent un certain nombre de choses. Parfois, c'est inimaginable. Il y a cette chanteuse nigériane, par exemple, qui est décédée sous les coups de son mari. Et il y a ce message que vous portez, Marie-Élise Bédot. Vous dites, il faut mettre dans la tête de nos enfants que le célibat n'est pas une honte. Et que le divorce n'est pas non plus une honte. Oui, mais il faut ajouter aussi que... Le divorce n'est pas une honte. Pour ne pas en arriver finalement là, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout sur ce plateau. Peut-être que c'est vers la fin là. Et c'est qu'il faut préparer aussi le mariage. Il a dit d'ailleurs. Il faut préparer. C'est-à-dire que... Donc ça veut dire quoi? La réussite d'un mariage dépend de comment... oui, aussi, en grande partie. D'accord. Dépend en si grande vous vous partie rencontrez dans la rue, je t'aime moi non plus, vous vous mettez ensemble sans préalable, sans rien. Et lorsque vous vous aimez, il faut que les parents suivent aussi l'évolution de vos relations. Sans trop d'ingérence. Et vous conseillent aussi. Et donc, vous vous mettez dans une dynamique de préparation du mariage. Et combien de temps vous avez fait en amitié? Il y a tout ça. Est-ce que vous avez appris à vous connaître? Mais là, elle a dit 21 ans. Hein? Non. Le fait de se marier pendant 21 ans n'a rien à voir avec avant. D'accord. Oui, le temps court sur ce plateau, Marie-Élise Bédot, oui. Pendant l'amitié et les fiançailles, tout se passe dedans. Mais on ne fait pas attention. C'est ça. Omnibulé qu'on est par... Non, ou bien on se dit, non, ça va lui passer. Il va changer. Il va changer. C'est ça. Elle l'a dit d'ailleurs. La façon dont il parle, la façon dont il réagit, tout ça, ce sont des éléments à régler, à essayer d'arranger avant. On s'en rend compte après, mais c'est trop tard. Hein? Oui, on se dit qu'on a laissé passer beaucoup de choses. Mais on n'aura jamais... La femme de son rêve. Il n'y a pas de mariage parfait non plus. Et ni d'homme de son rêve. Ça, c'est sûr. Alors, oui, c'est très important. Il faut qu'on Parce rassure. que si on ne le dit pas, on va penser que tout sera rose. Bien sûr, il faut qu'on rassure. Non, il faudrait surtout qu'on dise aux hommes et aux femmes qui veulent se marier, ne croyez pas que le mariage c'est linéaire bien sûr. Et que tout est beau. Parce qu'il y a une certaine génération qui n'a jamais vu papa et maman se disputer parce qu'ils vont se disputer dans la chambre à coucher. Il faut préserver. Alors, nous aussi, on a cru, en nous mariant, que le mariage c'est beau, on ne se dispute pas. Et on est étonné de se disputer, de se dire des choses. Et il faut qu'on dise la vérité aux enfants pour que le moment venu, qu'ils sachent que il faut faire des efforts. C'est un système où il faut faire des efforts pour le bonheur. Le débat est assez intéressant. 30 minutes pour en parler, c'est très peu, mais bon. On verra bien s'il faut revenir sur le sujet après. Lauriano Bédet, vous me permettez, d'accord, de recevoir très rapidement Stanislas Limpon, qui va relayer les différents posts sur nos plateformes Facebook et Twitter pour nous, parce que là-bas également, ça opine. Stan, bonjour. Bonjour Rachida Diop. Que disent chers amis internautes, vous qui avez pris le rendez-vous, vous qui avez honoré à ce rendez-vous quotidien. Je suis là pour vous pour relayer vos avis. Bonjour à tous. Que disent les internautes ce matin? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, le sujet intéresse beaucoup d'internautes qui estiment que la femme est comme une fleur. Elle rayonne sublime, emballe, emporte et puis embarque dans son univers à un moment donné. Après sa courbe de séduction chute tout simplement malgré sa beauté. D'accord. Alors,
On va relayer quelques posts rapidement. Oui, rapidement, oui. avec la première réaction qui nous vient de notre page Facebook. Loris José Ayehumbo estime que lorsqu'une femme reste trop célibataire, primo, elle sera considérée comme une lesbienne. Secondo, elle diminue sa chance. Lesbienne. Absolument. D'accord. Elle diminue sa chance de procréer avant la ménopause et tertio. Les hommes auront peur de la draguer. Effectivement, poursuit Delphin GKT, pour lui, la femme est ménopausée à un âge donné à 30 ans sans mariage, donc c'est de l'orgueil qui le hante. L'internaute qui se fait appeler l'homme de la foudre évoque d'autres raisons. Être une femme célibataire constitue dans notre société une femme sans dignité, car celles qui sont célibataires sont celles qui ont déjà faussé leur vie auparavant en se livrant comme des marchandises pour gagner le pain quotidien en détruisant leur réputation. Donc, si elle a un âge avancé et n'est pas sous le toit d'un homme, selon la société, elle est perçue comme une fille de joie, celle qui a été envoûtée par des esprits maléfiques ou celle qui n'a pas reçu une bonne éducation. Pas toujours, semble dire notre ami Yetonvi Giovanni, qui souligne que pour certaines filles, nous constatons deux volets qui poussent les femmes à choisir le célibat. La première raison, selon lui, la déception amoureuse, le manque de moyens financiers au niveau de l'amant. L'une de ces raisons, rendit Élisée Daniel Soglo, nous gratifie d'une... Pardon? L'une de ces raisons. Non, je dis l'une de ces raisons qui ont été évoquées, oui. Loin, okay. Randy Élisée Daniel Soglo nous gratifie d'une réaction à tonalité comique. Il dit ceci exactement: à 30 ans, tu tries encore les hommes. Ma chère, quand le poisson dure trop au marché, il finit par se détériorer et être jeté. Vous voyez ce genre à 30 ans. Donc, mais écoutez, moi je fais partie, Maître Segbede Alibono, je fais partie de ces femmes qui pensent que franchement, plus on prend de l'âge, plus on est belle, plus on est sûr de soi-même. Franchement, on se bonifie avec le temps. On a les moyens de prendre soin de soi. La crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, et franchement, non, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Je le pense très sincèrement. Mesdames, ne dramatisez pas tout, hein. Ne dramatisez pas tout. Je rassure ceux qui nous regardent que nous ne sommes pas contre l'institution du mariage sur ce plateau. Non, pas du tout. C'est la norme. C'est ce que la société nous impose. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On ne se marie pas toujours. Il y en a qui le veulent, qui n'y arrivent pas. Il y en a qui l'ont fait une fois, mais voilà. Pour qui ça n'a pas prospéré. Et donc, mariage, finalement, on répond à la question, femme et célibat, mariage condamnable. Segbede Alibono, en quelques mots, c'est déjà fini. Rien n'est condamnable là. Il faut déculpabiliser la femme. La femme stérile, en gris, il faut déculpabiliser. La femme célibataire, il faut l'alléger. La femme mariée ou la femme divorcée. Donc, la femme, quel que soit le choix qu'elle ferait, serait toujours quelque chose qui attire le regard et qui crée de l'anxiété. Et là, je pense que quel que soit le choix que la femme fait, il faut l'accompagner et déculpabiliser un peu ses émotions. Donc, on peut être célibataire et être heureux, comme on peut être en mariage et être heureux. Certains le font par choix, même si c'est une infime partie. Il y en a qui sont obligés, elles le veulent, mais bon, le bon gars ou le bon mari n'a pas frappé à la porte. Patrick Edo. Non, le mariage est une institution sociale et donc c'est la norme sociale. Il faut s'en accommoder, c'est vrai, mais au même moment, il ne faut pas le faire malgré soi. En cas donc, de difficulté majeure, en cas d'impossibilité d'aller à ce mariage, il vaut mieux se dire quand même qu'on a des chances de vivre sa vie dans une société, qu'on a sa place dans cette société, si tant est que la femme en question fait l'effort quand même de prendre soin d'elle-même, de travailler, et de se faire plaisir. Mais dans tous les cas, ce n'est pas suffisant. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas suffisant de penser. Et là, ça c'est une illusion de penser que la femme est éternellement belle. Elle est éternellement belle dans sa tête. Mais dans une relation avec autrui, il faut que autrui jette un autre regard sur elle. Et le regard que jette autrui doit être conforme à ce que souhaite avoir cette autre personne-là. Merci beaucoup, Marie-Élise Dedo. Le mot de la fin avec vous. Quels que soient les dysfonctionnements, les problèmes, je continue de dire, ma fille,
ton premier mari, c'est ton travail. C'est ton indépendance financière. C'est très important dans un mariage si tu as la chance de te marier. Voilà. Très bien. Et le célibat n'est pas une honte. On l'affirme toujours. Voilà. Le célibat n'est pas une honte. Ce n'est pas une invite à quitter les foyers. Non, pas du tout. Il faut apprendre. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Si vous vous aimez, forcément, les autres vous aiment en retour. Et donc, que vivent les couples, simplement. Merci à vous d'être passé. Stan. Stan, non, on va se retrouver la semaine prochaine. On n'a plus le temps. On est ensemble. Allez, merci à vous, maître. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. N'est-elle pas rayonnante? N'est-elle pas belle? Ah, n'est-elle pas belle? Le temps passe, mais pas une ride. Toujours. N'est-elle pas craquante? On dirait une jeunette, mais non. Franchement. Allez, merci à vous. Très, très bonne. Très bonne journée. Sur les écrans de télévision, Oui. qu'elle est démarrée pareil. Elle n'a pas changé. Voilà. Bruno Soali s'impatiente. Hein. Il va me faire des misères, là. Hein. Bruno, ne vous fâchez pas. Je vous reçois dans un instant. Sport Matin, c'est avec Bruno Soali.